Moi, j'ai voulu regarder la réalité en face. C'est cela, oui. Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Ta gueule! Je ne voulais pas qu'on prenne une photo de moi au petit matin, glauque. Je tiens à dire que c'est un mensonge. Les sbroufs, c'est vous! Du calme, camarade! La République, c'est la fermeté dans l'application de la loi. J'hallucine. Mais je sais pas pourquoi tu t'énerves. C'est que les affaires privées se traitent en privé. Je vais vous faire une confidence. Je me lève le matin et je me couche le soir. Tu fermes ta petite bouche, tu me parles de politique. Bonsoir et bienvenue à tous dans l'hebdo politique sur Sensation Yveline, 92e numéro. Cette semaine, je reçois une nouvelle conseillère régionale socialiste, Ramassal. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. Ramassal, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 10 mars 1986 à Mantes-la-Jolie, vous avez donc 29 ans. Vos parents sont originaires de Dakar au Sénégal, vos origines sénégalaises, vous en êtes fiers. J'ai pu lire que vous aviez d'ailleurs entamé des démarches pour obtenir la nationalité sénégalaise. Où est-ce que vous en êtes ? Je suis binationale, ça y est, depuis officiellement peu fermement. Non, depuis un an à peu près maintenant. D'accord, donc ouais. J'étais pas à jour. Mais c'est pas grave, j'ai pas republié par ailleurs que j'avais ma nationalité sénégalaise. C'était important pour vous d'avoir cette Oui, extrêmement important. C'est ma culture, c'est mon histoire. Et puis, il y avait des enjeux, en fait, au moment où je voulais demander la nationalité sénégalaise. Il y avait des enjeux pour les élections présidentielles là-bas. Et que je trouvais important aussi de participer à ce mouvement. Donc, je n'ai pas participé, mais il y a eu une alternance quand même possible. Et puis, je trouve, oui, que c'est important, en tout cas pour moi, de contribuer à ma modeste place et avec les modestes soutiens que je peux faire au dynamisme de la démocratie au Sénégal. Diplômée d'un master de sciences politiques, vous rejoignez le PS en 2007, animatrice fédérale du MJS 78, puis secrétaire générale des Jeunes Socialistes. En 2012, vous soutenez la candidature de Martine Aubry en vue de la présidentielle. Cette même année, vous devenez suppléant de la députée Françoise Descamps-Crosnier. En 2013, vous perdez face à Pierre Bédier lors de la cantonale partielle à Mantes-la-Jolie. Ensuite, vous vous présentez au municipal de 2014, toujours à Mantes-la-Jolie. Michel Vialet, maire sortant Les Républicains, est réélu. Vous devenez tout de même conseillère municipale d'opposition. En décembre 2015, sur la liste socialiste de Claude Barthelone, vous êtes élue conseillère régionale, c'était il y a peu de temps. Ensemble, nous allons revenir sur tous ces mandats en détail, sur votre parcours politique et vos ambitions. L'hebdo politique, le Money Time. On commence donc par le Money Time, une série de questions-réponses rapides pour avoir votre point de vue sur l'actualité. Il n'y a pas forcément de piège, ne vous inquiétez pas. Selon la sécurité routière, un conducteur âgé de 75 ans a 2 fois plus de risques d'être tué sur la route que les autres conducteurs. Est-ce que vous êtes favorable au macaron S pour les seniors comme le A pour les apprentis ? Pas forcément. Je suis pas forcément favorable à cette disposition-là. Je pense qu'il faut voir, et à vrai dire, j'ai été surprise de voir que cette disposition existait. Moi, je serais plus favorable à un système dans lequel, assez régulièrement, on vérifie les compétences, mais ça serait possible et viable si on a un service public de l'auto-école, en fait. Vous intéressez-vous à la présidentielle aux États-Unis ? Et Beaucoup. si oui ou non, pourquoi ? Alors Beaucoup. pourquoi ? Beaucoup parce que les États-Unis, pendant longtemps, ont été le pivot du monde, que Barack Obama a eu 2 mandats assez intéressants, notamment parce qu'il s'est positionné au centre droite-gauche, et puis progressivement, il a glissé un peu plus vers la gauche. Je pense notamment à l'assurance maladie qu'il a rendue possible, à ses positions fortes en termes de politique économique. On a aujourd'hui des États-Unis qui sont beaucoup plus forts dans le monde que ce qui était possible il y a quelques années. Et puis on a l'émergence des socialistes aux États-Unis et de Bernie Sanders. Et le résultat qu'il a fait hier dans l'Iowa est C'est assez lui justement important. que vous soutenez dans cette campagne. Enfin, vous soutenez à distance. Je soutiens Vous n'allez pas jouer un rôle Là, actif, je j'imagine. soutiens vraiment à distance, mais je regarde avec intérêt. Je regarde et j'écoutais la déclaration qu'il a pu faire juste après les résultats dans l'Iowa, très serré, et qui jouait à quelques centièmes de pourcentage, où il disait que lui s'intéressait aux ouvriers, aux jeunes, aux personnes âgées, et que quand ces personnes-là se mettent et se mobilisent, alors elles peuvent renverser les choses et on peut refaire de la politique pour eux. C'est un peu par ailleurs ce que disait Jesse Jackson auparavant, donc c'est assez intéressant de voir ce qui s'y passe. Pour passer une bonne soirée, vous choisissez Martine Aubry, Benoît Hamon ou Françoise Descamps-Crosnier ?
Je peux prendre les trois. Parce que je le connais le plus, Benoît Hamon, et parce qu'il est très drôle par ailleurs. Une caissière de supermarché de Mézières-sur-Seine, d'un supermarché de Mézières-sur-Seine, licenciée pour une erreur de caisse de 5,32 €. La première, finalement réintégrée, c'était sa seule et première erreur. Que vous inspire cette affaire, même si elle a été réintégrée ? C'est la politique du plus fort. Dans la grande distribution particulièrement, on ne vous laisse pas passer les toutes petites erreurs alors que les profits sont toujours plus importants. Je suis heureuse qu'elle soit réintégrée. C'est la force du mouvement social et je suis heureuse que ça marche face à la grande distribution. C'est la preuve que les mouvements collectifs peuvent toujours vaincre des puissances de l'argent. On devrait s'en inspirer. D'après un sondage Odoxa, près de 8 Français sur 10 voudraient imposer le non-cumul des mandats dans le temps, en limitant à 2 mandats électifs. Cette proposition vous semble-t-elle intéressante ? Je suis totalement favorable depuis longtemps par ailleurs. Je pense que la politique, ça doit être un moment qu'on donne, un moment de sa vie. Et qu'on ne doit pas forcément faire carrière. Non, parce que par ailleurs, c'est pas bon pour la politique. Ça n'oxygène plus, il n'y a plus de renouvellement d'idées. La politique a besoin régulièrement de souffle nouveau pour pouvoir continuer à obtenir des progrès pour les citoyens. Donc ouais, je suis plutôt favorable à ça. Ramassal, pour vous informer, vous êtes plutôt l'Humanité, Libération ou Le Monde ? Évidemment, on parle de journaux, de presse écrite. En fait, je suis les trois et je vais peut-être vous étonner, mais je suis même le Figaro parce que je pense que de la diversité des sources d'information, on arrive à construire son propre avis et sa propre opinion. Dans quel film le trappiste Omar Sy interprète-t-il un clown, le savez-vous ? Chocolat. Effectivement, Chocolat, film tiré d'une histoire vraie, celle du premier artiste noir de la scène française. Enfin, dernière question de ce Money Time, la Saint-Valentin pour vous, c'est une fête commerciale, c'est tout, ou un moment sympathique pour faire un cadeau et avoir une pensée pour l'autre ? Ni l'un ni l'autre, mais c'est peut-être lié au fait que je sois célibataire. Du coup, ça ne m'inspire pas grand-chose, la Saint-Valentin. Restez avec nous, on fait une pause musicale et on se retrouve juste après pour la suite de l'Hebdo Politique. Nicolas Kirillovitz. De retour dans l'Hebdo Politique en compagnie de Ramassal, nouvelle conseillère régionale d'Île-de-France notamment. Je le disais en introduction, vous avez moins de 30 ans, vous avez rejoint le PS en 2007. Avant cela, que représentait la politique pour vous ? Est-ce que vous étiez déjà intéressé par la chose ? Ça a toujours été quelque chose de très important pour moi, et notamment parce que moi j'ai la chance d'être issue d'une famille dans laquelle on parlait beaucoup de politique pendant les repas, mais aussi en dehors des repas. Politique de gauche ? Politique de gauche, bien sûr. Mon père a été élu conseiller municipal, donc ça, je pense que ça vous forge un peu le caractère. Et puis après, moi, il y a eu les propos terribles tenus par Nicolas Sarkozy qui disait qu'il voulait nettoyer la banlieue au Karcher. Et ça a été le pivot de mon engagement. Et là, on était en 2005, c'est ça qui vous a poussé ? C'est un événement ? C'était en 2007, c'était près 2007, c'est ce qui a poussé mon engagement. Où je me suis dit qu'on ne peut pas mépriser des millions d'habitants qui sont en réalité beaucoup plus honorables que les propos qu'il a pu tenir. Donc ça fait longtemps que vous suivez la politique. Est-ce que vous avez un modèle, un homme, une femme politique qui vous a inspiré, ou alors finalement vous êtes construit avec l'actualité et puis ce genre de déclaration ? J'ai pas vraiment de modèle, en tout cas je ne saurais pas en donner un. Je sais qu'il y a des personnes politiques qui chaque jour me convainquent de l'engagement collectif et qui font que je sais pourquoi je m'engage. Je pense là, par exemple, pour être dans l'actualité, à Christiane Taubira, qui est un personnage politique comme j'ai rarement vu et j'ai rarement eu le plaisir de côtoyer. Je pense évidemment à François Mitterrand, je pense évidemment à Léopold Sédar Senghor. C'est pas en fait une seule personne qui forge votre caractère politique, c'est plusieurs personnes en fait qui forgent votre... souvent des gens qui disent que par exemple ils sont gaullistes et que leur modèle à eux c'est le général de Gaulle. Moi c'est pas ça. C'est l'exemple le plus connu, mais... Ouais, moi c'est pas ça parce que, y compris chez les politiques que j'ai pu vous citer, j'ai eu quelques déceptions, notamment François Mitterrand, j'ai toujours du mal à l'admettre et à l'avouer, mais il me déçoit, notamment sur les rapports avec l'Afrique. Notamment. Et puis après son tournant économique. En tout cas, pour vous, ça a toujours été clair, l'engagement au sein du Parti Socialiste. Alors, vous le disiez, vous avez grandi dans une famille de gauche, mais c'était le Parti Socialiste et rien d'autre, ou alors un temps vers peut-être la gauche-gauche, ou alors le centre, peut-être. À gauche, évidemment, et de manière assez naturelle, et puis après rationnellement vers le Parti Socialiste, parce que c'est quand même le parti qui a permis le progrès pour les salariés et les ouvriers de ce pays.
qu'on pense des choses bien ou mauvaises sur le Parti avec socialiste. Le Parti communiste aussi. Mais c'est le parti locomotive et moteur au sein de la gauche. Ce sera peut-être pas le cas et rien n'est inéluctable. Ce sera peut-être pas le cas plus tard, mais en tout cas, au moment où je me suis engagée, c'était le cas. Parlons de vos engagements électoraux. Votre première bataille, c'était donc une cantonale partielle face à Pierre Bédier, une figure de la politique dans le département des Yvelines. Aujourd'hui redevenu président du conseil départemental, est-ce que à l'époque, ça vous a fait peur de vous confronter à un tel animal politique pour une première bataille, une jeune femme comme vous ? Disons que c'était pas forcément ma première campagne 2007, mais c'était c'était en 2013 d'ailleurs, mais c'était la campagne que je menais seule, que je portais personnellement. Tout est allé très vite, donc on n'a pas le temps de réfléchir à qui va être votre adversaire, comment ça va se passer, etc. Vous voulez convaincre un maximum de personnes du bien fondé de votre programme, de votre projet, de vos propositions. Donc à dire vrai, j'ai pas trop pensé à Pierre Bédier pendant cette période-là, un petit peu après, mais c'est... Vous en gardez quel souvenir aujourd'hui ? Ça vous a permis peut-être de grandir rapidement Complètement, c'est intense. C'était une campagne partielle en un mois, en plein été. Donc c'est assez intense. C'est assez intense. Ça vous apprend beaucoup sur vous-même, notamment sur votre capacité à dormir peu. Et pourtant, moi, j'ai mené une campagne présidentielle où j'ai bougé dans toute la France parce que j'étais secrétaire générale du MJS à l'époque et donc je faisais tous les grands meetings. Il n'y avait pas un meeting qui était organisé en France dans lequel je n'étais pas. Et pour autant... sur une campagne partielle à Mantes-la-Jolie, j'étais plus éreintée fatiguée. À la fin. L'élection suivante pour vous, c'est les municipales de 2014 à Mantes-la-Jolie. Vous accédez au second tour avec 14% des suffrages seulement. Il y avait beaucoup de listes à l'époque. Et vous perdez finalement au second tour dans une triangulaire avec 25% des voix face au maire sortant de droite Michel Vialet. Cette élection, là aussi, un peu la même question. Comment vous l'avez vécu ? C'est un échec d'avoir perdu au second tour. Vous pensiez réellement pouvoir gagner cette bataille dans une ville qui est ancrée, on sait, historiquement à droite ? C'est toujours une déception de perdre une campagne électorale. Donc, j'étais pas très heureuse à la fin. Le contexte politique à Mantes était particulier. Effectivement, on était face à une droite qui est implantée sur le territoire depuis longtemps. Paradoxalement, une ville de gauche qui vote pour les élections municipales dans des proportions extrêmement incroyables pour les candidats de gauche et les listes de gauche et qui, sur les élections locales, a du mal à voter pour le Parti socialiste. Ici, on est sur le bassin de Saint-Quentin. On ne connaît pas forcément les affaires à Mantes-la-Jolie. La gauche, c'est difficile de réunir la gauche à Mantes-la-Jolie. C'est difficile de réunir la gauche à Mantes-la-Jolie. Il faut y œuvrer paisiblement, tranquillement. Je pense que c'est peut-être ça qui nous a manqué pour l'élection de 2014. En tout cas, aujourd'hui, vous êtes la chef de l'opposition municipale. Quels sont les combats, les batailles que vous menez à Mantes-la-Jolie, les sujets sur lesquels vous êtes particulièrement attentive ? Les subventions aux associations, par exemple, le bien-être et le cadre de vie des habitants également, tous les sujets en fait qui font votre quotidien, que l'on ne voit pas forcément, sur lesquels on n'a pas forcément l'impression que le politique agit, mais sur lesquels on essaie d'être vigilant un maximum. Et puis, on a un gros sujet chez nous d'emprunts toxiques, puisque la ville a contracté 3 emprunts toxiques qui peuvent mettre en péril l'équilibre financier de la ville et donc, de manière très pragmatique, diminuer les services rendus à la population. Vous menez une opposition frontale ou de consensus ? Quel type de chef de l'opposition êtes-vous à Mantes-la-Jolie ? Quelle est votre façon de concevoir l'opposition ? C'est assez difficile. Je ne sais pas ce que vous attendez de ma réponse. C'est vrai qu'ici, il y a des villes où l'opposition est frontale. Le maire, qu'il soit de droite ou de gauche, quoi qu'il fasse, c'est mauvais. Et parce qu'il est pas forcément du même bord politique ou alors parfois Honnêtement, on n'est pas dans ça. On n'est pas dans ça parce que dans une municipalité aussi, bon nombre des délibérations que l'on vote sont des demandes financières auprès des différentes collectivités locales, que ce soit la région, que ce soit le conseil départemental, que ce soit l'État. Donc on essaye sur ce genre de délibérations-là, quand elles nous paraissent pertinentes, de les voter. Et par contre, objectivement, quand on voit qu'il y a des attaques sur le pouvoir d'achat des habitants, on n'est pas forcément d'accord. Par exemple, quand la mairie a décidé d'augmenter, en tout cas d'imposer un nouveau tarif pour la culture pour les personnes âgées, là on s'est opposé frontalement, fortement. donc ça dépend des sujets. On va parler de votre nouveau mandat conseillère régionale, mais tout de suite on fait une pause musicale. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz.
De retour dans l'hebdo politique en compagnie de Rama Sall, conseillère régionale d'Île-de-France, conseillère socialiste. Vous avez du coup mené la campagne auprès de Claude Bartolone pour les régionales en décembre 2015. Enfin, la campagne a duré beaucoup plus longtemps, mais les élections étaient en décembre 2015. Troisième campagne pour vous, j'ai envie de dire, en tout cas en tant qu'actrice, troisième défaite. Est-ce que vous y pensez à ça? Vous êtes maudite ou rien à voir? Non, je pense pas que j'aimerais dire que ce soit propre à ce que j'ai pu faire, parce que dans ce cas-là, j'ai une prise directe et je peux modifier la donne. Sauf que je pense qu'en réalité, notamment sur les élections régionales, c'est largement lié au contexte national. C'est pas lié au fait que Rama Sall soit sur la liste. D'ailleurs, qu'elle en a perdu l'élection. On prédisait une défaite assez large à Claude Bartolone. Ça s'est joué dans un mouchoir de poche. Ça s'est joué à 60 000 voix. Ça atténue la défaite ou ça finalement une défaite pour moi, ça ne l'atténue pas, parce que quand on perd, on perd. Que la majorité, du fait du mode de distribution de sièges, a la possibilité de pouvoir faire passer ses délibérations sans même en référer à l'opposition. Donc quand on a perdu, on a perdu. Je pense que c'est plutôt simple par ailleurs de se dire ça. C'est vraiment de faire le deuil d'une élection et puis de se projeter sur, comme ce qu'on a pu dire précédemment, le type d'opposition qu'on veut être, ce que l'on veut dire et faire pour protéger les intérêts des habitants de la région Île-de-France. Beaucoup pensent, ou en tout cas on dit que le président de l'Assemblée nationale a perdu cette élection face à Valérie Pécresse dans l'entre-deux tours, avec cette fameuse phrase quand il a parlé d'elle comme une candidate qui défend la race blanche, Neuilly et Versailles. Est-ce que vous pensez que ça aussi ça a pu jouer, ou alors pas du tout? Très honnêtement... Est-ce que vous regrettez déjà ce genre de propos dans un Je pense que le propos tours était maladroit, et dit de manière un peu maladroite, mais... c'est peut-être fâcheux que quand on est à un tel niveau de responsabilité, on en vienne à des abus de langage de ce type-là. En même temps, je suis désolée, mais la campagne qu'a fait Madame Pécresse, et puis par ailleurs les propositions qu'elle a prises dès le début de son installation à la région, montrent qu'elle n'est pas tournée vers les habitants de la région francilienne qui en ont le plus besoin, qui ont le plus besoin d'avoir une région qui les protège, qui les accompagne, qui répond à leurs préoccupations au quotidien. Non, c'est une région qui se referme, se recroqueville, n'est plus solidaire. Voilà ce qu'elle est en train de dessiner. Donc le propos est un peu fâcheux dans son explication, et en même temps, à l'épreuve des faits, il a raison. On va parler des propositions justement de Valérie Pécresse, de ses premiers votes, mais vous êtes devenue conseillère régionale, en plus d'être conseillère municipale et communautaire, ça c'est de fait. Oui. C'est usant, c'est dur, vous vous en sortez pour l'instant? Vous trouvez le temps aussi Oui, heureusement d'ailleurs, mais j'arrive à trouver le temps. C'est toujours quand on a une nouvelle responsabilité, un équilibre dans son agenda à savoir trouver. Moins de temps libre en tout cas, moins de loisirs, j'imagine. Oui, moins de loisirs, et en même temps on rencontre beaucoup de personnes issues d'horizons un peu divers, donc ça fait aussi du bien de pouvoir s'oxygéner différemment. Donc c'est au début un petit peu une épreuve de faire fonctionner son agenda correctement, et puis après ça roule. À la région, vous siégez dans 2 commissions, c'est ce qui est inscrit sur le site de la région Île-de-France, formation, apprentissage et santé. Quelles sont vos idées, vos projets déjà, si vous avez pu y réfléchir dans ces domaines-là? Alors, des idées que vous voulez porter. Déjà, c'est pas anodin si je suis dans ces commissions-là. La commission santé, on a sur le bassin du Mantois des préoccupations liées notamment à l'hôpital de Mantes, c'est qu'il s'agit d'être vigilant. On a aussi un institut de formation en soins infirmiers, dont il s'agit de travailler avec, puisque c'est quand même le rôle de la région, de travailler avec ses IFSI, réfléchir à quel service public on veut de santé. Quand on a des urgences qui, à Mantes-la-Jolie, sont débordantes, je n'ai plus en tête le nombre de fréquentations à l'année, mais il dépasse largement les moyennes nationales. Quand vous travaillez à la région, vous pensez toujours à Mantes-la-Jolie Bien sûr, je pense toujours à mon territoire, parce que je suis élue régionale, notamment pour défendre mon territoire. Alors après, pour défendre l'intérêt de l'ensemble des habitants de l'Île-de-France, mais si les deux peuvent se rencontrer et fonctionner correctement, je le fais un maximum, ouais. Donc ça, c'était pour la partie santé, puis vous êtes et pour aussi la partie formation professionnelle, pareil, on a des enjeux, on a des jeunes qui se déscolarisent en masse, qui après 16 ans ne vont plus à l'école, un taux de chômage des jeunes qui est extrêmement important, pareil, sur Mantes-la-Jolie, et il s'agit aujourd'hui de trouver des solutions en lien avec la région pour qu'ils puissent trouver une formation, travailler avec les CFA, travailler avec les écoles de la deuxième chance pour faire en sorte d'apporter un panel de propositions alternatives à l'éducation nationale stricto sensu quand ça ne fonctionne pas pour certains, et que l'on en est sur le territoire, que ce soit maillé le plus possible.
Il y a peu de temps, il y a eu la première séance plénière du Conseil régional, les premiers votes. Comment vous jugez les premiers pas du coup de Valérie Pécresse en qualité de présidente? Alors j'ai été voir un petit peu sur Twitter, je me suis renseigné, vous êtes assez dur parfois, vous parlez de honte, on voit des... J'ai extrêmement honte de ce qui a été voté au Conseil régional sur la... Extrêmement honte. Quand on vote la suppression d'un tarif d'une réduction pour les bénéficiaires de l'aide médicale d'État. Qui était annoncé. Qui était annoncé, mais j'ai honte qu'on le fasse à la première séance. Et de façon, dans l'absolu, j'ai honte qu'on le fasse. J'ai honte qu'on fasse cette proposition. La première séance, c'est symbolique finalement, c'est ça que vous voulez dire? Elle n'était que symbolique. C'est pas. On a travaillé sur ce qui n'était pas le cœur principal des missions des Franciliens. Quand on travaille sur je vous dis, l'aide médicale d'État, donc les personnes en situation irrégulière qui sont malades. C'est pas les personnes, c'est pas, on tape et on cible une catégorie de population qui est déjà fragile et on la fragilise encore plus. Ça, c'est la première chose. Quand on vote un bouclier sécurité, qui est une espèce de fourre-tout incroyable, qui n'est pas dans les missions principales de la région Île-de-France, finalement, on oublie un petit peu qu'on est président de la région Île-de-France. Il y a une nouvelle charte éthique pour la politique. Ça, c'est une mesure qui vous semble... ça, c'est classique. Bon sens. Par ailleurs, ça va dans le bon sens. En tout cas, il y a des propositions intéressantes. Moi, je pense que les citoyens tournent le dos à la politique aussi parce qu'ils ont l'impression qu'on s'enrichirait ou qu'on aurait je ne sais quel conflit d'intérêts. On touche combien d'ailleurs en tant que conseillère régionale? On touche à peu près 2 000 € d'indemnité, ce qui vous permet de bouger sur le territoire. Oui. Donc, parce que la région Île-de-France, mine de rien, est assez... Elle est vaste. Elle est vaste. Et sachez que les conseillers régionaux ne sont pas remboursés de leur carte de transport et qu'ils la payent tous les mois, par exemple. Moi, je prends ma carte de transport et je prends les transports assez souvent. Je prends ma voiture également. Et puis, je prends de mon temps, de fait. J'ai une activité professionnelle réduite pour pouvoir assumer mes responsabilités à la région, ce qui, par ailleurs, je trouve normal. Donc, voilà. On va aborder la problématique, en tout cas peut-être pas une problématique, mais le sujet du Front National. Les élus Front National sont revenus dans l'hémicycle régional, et ils sont 22 désormais. Plus généralement, dans l'ensemble des élections intermédiaires depuis 2 ans, que ce soit les municipales, les départementales, les européennes, le Front National continue en tout cas son implantation, et notamment dans les Yvelines. Le FN dirige sa seule ville d'Île-de-France à Mantes-la-Ville, juste à côté de Mantes-la-Jolie, là où vous êtes vous. Quel est votre sentiment vis-à-vis de ces scores, de cette réussite du parti de Marine Le Pen? Déjà, je pense que c'est pas tant lié au fait qu'ils réussissent qu'au fait que nous décevons énormément. Pour vous, c'est ça, principalement. C'est la faillite des partis traditionnels. C'est la faillite des partis traditionnels. Je pense qu'il faut être honnête et dire qu'en premier lieu, c'est de la responsabilité du Parti socialiste, puisque c'est nous qui dirigeons aujourd'hui ce pays. Que quand on a des concitoyens qui considèrent qu'ils sont en marge de la société, que la société ne fait plus rien pour eux, il faut savoir entendre et réorienter sa politique. Ce qu'on n'a pas su faire, pas su entendre, et aujourd'hui ils ont prospéré de manière assez importante. Je vous le disais, pas tant parce qu'ils progressent en termes de voix, que parce que nos électeurs, ceux qui avaient voté pour François Hollande, ceux qui ont voté pour Françoise et moi sur le ticket aux élections législatives, ont tourné le dos à la politique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'adhésion forcément aux idées du Front National, selon vous? C'est les gens qui votent, les nouveaux électeurs du FN, on peut les récupérer si on change à l'épreuve des statistiques, il n'y a pas forcément plus ils ont réalisé des scores pendant les régionales qu'ils n'avaient jamais réalisés, même en termes de voix, en nombre de voix. Oui, mais en termes de participation, la participation générale s'est effondrée, donc... la réalité est que si on essayait peut-être de faire une politique qui se tourne un peu plus vers les habitants, qui défend leurs intérêts, qui se soumet un petit peu moins... ça que vous voulez dire? Je ne sais pas si elle est plus socialiste, mais en tout cas qui soumet un petit peu moins au MEDEF, qui soumet un petit peu moins à ces grosses entreprises qui veulent faire toujours plus de profit. Et si on pensait par exemple à ces caissières qui se font licencier, ou en tout cas qui sont menacées de licenciement pour des fautes marginable, négligeable, peut-être alors que nos électeurs reviendraient vers nous. En tant que jeune élu local, comment vous combattez le Front National comme un parti finalement de la République, comme ça peut être le cas avec les Républicains ou un autre parti peut-être du centre, ou alors ça reste particulier pour vous? Ça reste particulier, mais je n'arrive pas à discuter avec une personne du Front National comme je pourrais discuter avec une personne de l'UMP, en tout cas des Républicains. Au-delà même de la discussion, de m'affronter politiquement de la même manière. Je veux bien qu'on dise et qu'on ne fasse pas de raccourci en disant que ce sont des personnes qui
sont finalement normales dans le paysage politique français, mais qui veulent toujours exclure une partie de la population. Moi, je ne suis pas pour ça. Donc à partir de ce moment-là, ça m'est très difficile de discuter avec. Vous pensez que le Parti socialiste, depuis 2012, a une part de responsabilité dans la montée du Front National ? Alors, évidemment, oui, c'est logique, mais quelle est sa part de responsabilité, justement ? En tout cas, il a une part certaine, puisque moi, j'ai entendu les propos de certains habitants L'idée sur mon de ma territoire. question, c'est une politique de gauche trop à droite aujourd'hui, qui fait que les gens ne se reconnaissent plus dans la gauche et peuvent basculer parfois. Dis rapidement, oui. ouais, peut-être Oui, ça. sinon on pourrait en parler pendant des heures, c'est vrai. Peut-être ça, ouais. En tout cas, une politique qui perd un petit peu le cap. Si on se rappelait un petit peu pourquoi et qui a voté pour nous, peut-être qu'on serait un peu moins dans l'errance aujourd'hui. Vous êtes proche de Benoît Hamon, qui a quitté le gouvernement sur un désaccord politique à l'été 2014. Vous partagez son point de vue là-dessus. Oui. Vous aussi, vous faites partie de ces frondeurs. Alors c'est un terme qui englobe un peu facilement là aussi beaucoup de gens, mais... Je ne sais pas si je fronde, si rappeler... Vous pourriez être vous, par exemple, au gouvernement aujourd'hui, vu la ligne politique. Je pense que la question ne se pose pas du tout. Non, mais si demain on vous propose... les conditions... non, la question ne se pose pas. Et très honnêtement, si la question se poserait, je ne pourrais pas participer à un gouvernement... quand bien même il est nommé socialiste qui mène une telle politique. Le débat une dernière question qui anime la gauche en ce début d'année, c'est la déchéance de nationalité pour les binationaux. Vous êtes une nouvelle binationale, une idée qui émane initialement d'une partie de la droite et du Front National. Le PS se déchire sur la question. Alors, je connais votre avis, mais si vous pouviez nous l'expliquer. Eh bien, moi, je suis plutôt favorable et ça fait consensus. Ah, donc je ne connaissais pas votre avis. Non, alors. Je suis plutôt favorable à une déchéance de citoyenneté. Position qui fait consensus par ailleurs à l'intérieur du Parti socialiste, qui a été proposé par Jean-Marc Ayrault, par Martine Aubry. On serait français, mais on ne pourrait plus le voter, par exemple. Oui, et je pense qu'en fait le symbole est beaucoup plus important. Parce qu'il ne s'agit pas de savoir finalement si vous êtes français, allemand, russe, marocain ou sénégalais. Il s'agit de savoir si vous considérez que vous participez à la vie citoyenne de votre pays, si vous partagez les valeurs de votre pays. Et si vous ne les partagez plus, dans ce cas-là, effectivement, vous ne pouvez plus en être citoyen. Et donc, par les actes que vous menez, ça justifie, les actes de terrorisme qui sont menés, ça justifie que vous soyez déchu de votre citoyenneté, pas de votre nationalité. C'est comme ça aussi qu'on lutte contre le terrorisme, puisque finalement, la déchéance de nationalité, c'est intervenu après les attentats du mois de novembre. Cette déchéance de citoyenneté, ça ne va pas non plus faire reculer le terrorisme. On ne lutte pas contre le terrorisme en faisant ça, c'est ma certitude, mais en tout cas, on donne le signal selon lequel un acte de terrorisme ne fait pas de vous quelqu'un de plus français, mais fait quelqu'un de vous en rupture avec les valeurs françaises. C'est quand même autre chose. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. C'est la fin de cet hebdo politique. Merci Ramassal d'y avoir participé, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes membre du Parti Socialiste, conseillère municipale d'opposition à Mantes-la-Jolie, conseillère communautaire et désormais conseillère régionale en Ile-de-France. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur radiosensation.fr. Bonne soirée et bonne semaine à tous à l'écoute de Sensation Yvelines. L'hebdo politique sur Sensation.